Je m'appelle Delphine Aubry et j'ai 32 ans. Dimanche dernier, lors de notre traditionnel déjeuner de famille, ma belle-mère a fait glisser une grande enveloppe Kraft sur la table et m'a dit froidement, « Je pense que tu as besoin de voir ça. » À l'intérieur se trouvait un test ADN concernant ma fille de 3 ans, Léa. Elle s'attendait à ce que cela détruise mon mariage, mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais découvert l'existence de ce test 2 semaines auparavant, et ce que j'ai fait durant ces 2 semaines a absolument tout changé. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut d'abord la comprendre. Elle. Béatrice Aubry ne se contentait pas d'observer les gens, elle les étudiait. Dans leurs moindres détails, analysant chaque mot, chaque faiblesse, et dès l'instant où je l'ai rencontrée, j'ai compris une chose, elle ne m'accepterait jamais. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois à l'âge de 25 ans, elle ne m'a pas serrée dans ses bras, elle m'a dévisagé comme si j'étais un document officiel dont elle devait vérifier l'authenticité. « Que font tes parents ?» a-t-elle demandé, puis, « Qu'est-il arrivé à ton père ?» Chaque réponse que je lui donnais était soigneusement enregistrée et classée dans sa mémoire. Plus tard, mon mari, Marc, m'a dit qu'elle m'appréciait, mais je savais déjà que ce n'était pas le cas, elle accumulait simplement des informations sur moi. Après notre mariage, elle s'est immiscée dans notre vie comme si elle lui appartenait déjà, enchaînant les visites impromptues, réorganisant nos placards, portant des jugements silencieux déguisés en marques de bienveillance, le tout avec ce même sourire calme, contrôlé et calculateur. En particulier lorsqu'elle regardait ma fille. Puis Léa est née, parfaite, en bonne santé, notre plus grand bonheur, mais Béatrice a tout de suite remarqué un détail, ses cheveux roux, ce qui est rapidement devenu une obsession pour elle. Intéressant, aucun Aubry n'a cette couleur de cheveux, répétait-elle sans cesse, instillant un doute insidieux qui commençait à se propager dans la famille comme un poison invisible. Pourtant, je n'ai pas réagi sur le moment. J'ai observé et pris des notes car mon métier d'ergothérapeute m'a appris une chose essentielle, les schémas comportementaux finissent toujours par révéler les intentions réelles d'une personne. Il y a d'abord eu l'incident de la tasse à bec disparue, puis ce sachet hermétique caché, et enfin cette enveloppe Kraft que j'ai aperçue sur son bureau, autant de pièces d'un puzzle que je ne pouvais pas encore nommer, mais je savais que nous étions surveillés, ma fille et moi. Puis le téléphone a sonné, c'était le laboratoire Genevia pour m'informer que le test ADN de ma fille était enregistré. Je suis restée pétrifiée, expliquant que je n'avais jamais autorisé une telle démarche, avant que mon interlocutrice ne précise que la demande avait été soumise par sa grand-mère. C'est à cet instant précis que tout a basculé, car en France, réaliser un test de paternité en dehors d'une procédure judiciaire est strictement interdit par la loi, et Béatrice venait de franchir une ligne rouge qu'elle ne pourrait plus jamais effacer. Le jour même, j'ai contacté mon avocate, Maître Guérin, qui m'a donné un conseil. Très simple, ne rien faire, ne rien dire et la laisser se dévoiler d'elle-même. C'est donc ce que j'ai fait, et j'ai attendu. Pendant 2 semaines, je me suis faite invisible, continuant de cuisiner, de travailler et de sourire, mais en secret, je constituais un dossier solide, établissant une chronologie précise des faits. Car Béatrice ne se contentait pas de tester ma fille, elle préparait une véritable exécution publique. Puis, alors que j'étais chez elle, j'ai surpris par hasard une conversation téléphonique où j'ai entendu la voix d'Aurélie dire « Maman va présenter les résultats lors du déjeuner de dimanche ». Mon sang n'a fait qu'un tour en comprenant son plan d'une humiliation publique, un coup de grâce qu'elle pensait fatal, persuadée qu'elle allait l'emporter. Le dimanche est arrivé, la table était dressée, la famille réunie, et Béatrice affichait un calme olympien, trop calme, semblable à celui d'une femme sur le point de rendre sa propre justice,
tandis que l'enveloppe Kraft reposait près d'elle comme une arme prête à faire feu. À la fin du repas, elle s'est levée et a déclaré, avant le dessert, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. Un silence de mort s'est installé dans la pièce, elle s'est avancée avec l'enveloppe à la main et a fixé son regard sur moi, ignorant mon mari et son propre fils. Cet enfant ne ressemble en rien à un Aubry, a-t-elle affirmé, et je pense que Marc mérite de connaître la vérité. Elle a ensuite ouvert l'enveloppe pour lui tendre les documents. Marc a parcouru la première page, puis la seconde, avant de s'arrêter net sous les regards suspendus de toute la table. C'est alors qu'il a prononcé ces mots, c'est bien ma fille. Une confirmation à 99,998%, sans aucun doute possible, sans discussion, sans échappatoire. Béatrice a scié, incrédule, incapable d'admettre ce résultat. C'est à ce moment que j'ai pris la parole, d'une voix douce mais ferme, en lui révélant que j'avais contacté le laboratoire 2 semaines plus tôt. Son visage s'est décomposé lorsqu'elle a réalisé une vérité bien pire pour elle que l'échec. Elle-même avait été surveillée. Tu as soumis ce test sans le consentement des parents, ai-je poursuivi, ce qui rend cette démarche totalement illégale. La pièce est restée figée, mais je n'avais pas fini mon intervention, il y a autre chose dans ces résultats. Marc a tourné la page suivante et c'est de nouveau arrêté en découvrant un second nom, Guillaume M., 36 ans, correspondant à un profil de demi-oncle. La confusion s'est alors emparée de la table, quelqu'un chuchotant pour demander ce que cela signifiait, tandis que Marc fixait sa mère du regard en lui, demandant qui était ce Guillaume. C'est à cet instant que la carapace de Béatrice s'est brisée, non pas de manière calculée ou contrôlée, mais pour la première fois avec une sincérité désarmante, j'ai eu un enfant avant ta naissance. Un silence assourdissant a envahi la pièce alors que ce secret, enfoui depuis 36 ans, éclatait enfin au grand jour, révélant que l'homme dont elle prétendait vouloir protéger sa famille en faisait en réalité partie. Et que la vérité qu'elle avait tenté d'utiliser comme une arme se retournait contre elle. Pourtant, le véritable choc ne résidait pas tant dans ce test ADN que dans ce qu'il révélait de sa psychologie. Elle avait projeté son propre passé sur ma fille pendant tout ce temps, masquant sa peur sous une volonté de contrôle et sa honte sous un semblant de protection. Ce déjeuner ne s'est pas simplement terminé, il s'est effondré, les chaises ont reculé les unes après les autres et la pièce s'est vidée à la manière d'un navire en train de sombrer. Plus tard dans la soirée, Marc m'a pris la main et m'a dit doucement, « Tu as laissé faire les choses. » Ce à quoi j'ai répondu, « Non, j'ai simplement laissé la vérité éclater. » Dans les semaines qui ont suivi, la famille s'est reconstruite, sans que tout soit parfait mais avec une sincérité nouvelle. Un fils a été retrouvé dans une autre région, un père a compris que le silence avait un prix, et une femme a fini par perdre une emprise qu'elle n'aurait jamais dû exercer. Quant à Béatrice, elle a cessé de se teindre les cheveux, car cette vérité qu'elle s'efforçait d'effacer avait toujours été visible. De cette épreuve, j'ai tiré une leçon que je n'oublierai jamais, ceux qui s'acharnent le plus à vous exposer cachent souvent les secrets les plus lourds sur eux-mêmes. Et parfois, l'arme destinée à vous détruire s'avère être précisément celle qui vous libère.